Les débats avec vous sur Sud Radio entre 11h moins le quart et midi avec aujourd'hui Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Bonjour. Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, c'est Revel en campagne. Madame, bonjour. Monsieur Revel. Alexandre Manafay, président du think tank Sinopia. Bonjour. Bonjour Valérie. Christine Bouillot est avec nous, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Et vous êtes à Toulouse, Christine, bonjour. Et nous avons un invité surprise qui est Franck Tapiro, qui est resté, parce qu'on a eu des discussions très intéressantes en antenne, donc je trouvais que c'était intéressant de le faire participer. Donc voilà, puisque vous êtes venu nous parler, et j'encourage tout le monde à lire votre article sur cette notion d'émotion dans le choix du candidat à la présidentielle, puisqu'évidemment on va en reparler avec vous. Donc McKinsey, opération déminage, réussi, pas réussi. Jadot qui propose une loi de séparation des lobbies et de l'État, ça peut rentrer dans notre débat, l'explosion des partis, et puis toujours ce sujet qu'on a évoqué hier de Marine Le Pen qui monte dans les sondages. C'est justement votre thèse, Franck Tapiro, que ce n'est pas possible. Donc on va en reparler dans un instant. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Christine. Alors c'est surtout un coup de tristesse pour les parents des enfants qui ont mangé ces fameuses pizzas Buitoni, avec encore un scandale alimentaire d'une grande marque. Je rappelle, 2 enfants sont morts. C'est confirmé des suites donc d'avoir consommé des pizzas surgelées Buitoni de la marque Fresh Up. Et surtout, ce qui est consternant dans cette affaire, c'est le témoignage d'un ancien employé qui raconte les conditions d'hygiène dans l'usine où sont produites ces pizzas Buitoni. Alors, je vous passe les détails, champignons sur les murs, des verres de farine, des mégots de cigarettes. Donc tout ça est absolument édifiant. On a du mal à comprendre comment encore aujourd'hui, dans ces grands groupes industriels qui sont soumis à des normes d'hygiène absolument colossales, on arrive à cette situation. Voilà, cette bactérie, il y a des enfants qui sont hospitalisés, certains sont dans le coma, donc c'est effectivement gravissime. Et puis c'est aussi le syndrome, enfin c'est une des conséquences de peut-être cette nourriture industrielle, qui aujourd'hui et dans tous nos rayons. Voilà, c'est un sujet, encore une fois, on en a connu d'autres, des sujets comme celui-là, et à chaque fois on est surpris que ça puisse... Alors est-ce que c'est les questions Ce que je savais d'erreur pas, humaine, ce que vous racontez sur les conditions d'hygiène qui paraissent étonnantes sur un grand groupe comme Buitoni, Oui, il faut se méfier parce que pour avoir un peu connu le monde de la restauration et de la restauration collective, c'est quand même en général extrêmement encadré. Les visites de ce qu'on appelle la direction des services vétérinaires sont fréquentes. Les processus qualité, sécurité alimentaire sont en général extrêmement bien faits. Après, malheureusement, c'est vraiment ce qui est sans doute le cas, c'est le fait d'une erreur. Il y a une erreur de manipulation et à un moment donné, ça contamine toute une séquence. Mais c'est sans doute pas la faute d'un process dans son ensemble, mais il y a une faute qui a été commise quelque part et la conséquence est dramatique, évidemment. Absolument dramatique. Un coup de gueule, Pascal Jalabert. Oui, alors en ce moment, les collectivités locales, notamment les mairies, votent leur budget. Et figurez-vous qu'il y a une ligne budgétaire nouvelle depuis quelques années qui s'appelle nettoyage des tags. Et rien qu'à la ville de Paris, ça a coûté 8 millions d'euros. Marseille, c'est 7 millions et demi d'euros. Toulouse, à peu près 2-3 millions. Quand on ajoute à ça les tags que de temps en temps, les taggeurs s'amusent aussi sur les entreprises, sur des particuliers. Bref, c'est un coût pour la collectivité, pour les assurances, donc pour les particuliers, parce qu'évidemment, ça fait monter vos cotisations d'assurance, et pour les entreprises qui est considérable. Donc peut-être et c'est très très peu sanctionné. C'est peut-être difficile aussi de les choper sur le coup. C'est difficile, bien qu'avec la vidéosurveillance maintenant, il y a quand même un peu plus d'opportunités, mais en tout cas, les personnes qui font ça, c'est tirer une balle dans le pied de tout le monde, puisque de toute façon, quand les collectivités locales, et elles ont raison de le faire, nettoient ces tags, c'est les impôts de tout un chacun qui financent ça. Alors ce matin, le Parisien révélait que la mairie lançait la chasse aux taggeurs parce qu'il dénonce, pareil, les coûts exorbitants du nettoyage. 500 tags sont enlevés chaque jour, soit 650 mètres carrés nettoyés, 4000 interventions par semaine, des chiffres qui effectivement sont absolument sidérants. Ce qu'il faut
faudrait voir, c'est quel est le dispositif de réponse judiciaire par rapport à ça. Et en plus, après, le temps d'enquête, me retrouver, et une fois qu'on est devant le juge, il se passe quoi? Quels sont les dispositifs? Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est relativement light. Donc vous allez devant le juge, vous avez un rappel à la loi, et il faudrait peut-être durcir le dispositif. Alors, je vous donne juste un petit éclairage différent, parce que moi, je suis très sensible c'est du style artistique. Liberté d'expression. Il y a un mode d'expression, et je suis d'accord sur le tag qui est une pollution, d'accord. Mais il y a des tags qui sont juste des œuvres artistiques extraordinaires. Absolument. Mais en général, ils vont dans des endroits. Ils vont dans des endroits encadrés. Qu'on fasse ça sur des friches industrielles dédiées à ça, c'est très magnifique. Là, je vous parle des tags Qui est des lieux pour ça, bien sûr. Mais pas sur ma maison. Le tag est un style artistique, le graffiti, je suis d'accord, peut être une pollution. Mais moi, je suis à ce moment-là pour amener peut-être des hordes de grands taggeurs sélectionnés sur des bâtiments et leur donner justement un terme d'expression. Et en fait, on ferait du tagging positif, c'est-à-dire au lieu de le subir, on le provoquerait et on aurait une œuvre d'art qui fait partie pour moi de l'environnement urbain. Absolument. On pourrait taguer des gens aussi, des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Et Emmanuel Grégoire dit qu'il serait 40, peut-être 50 responsables d'une grande partie des tags de la capitale. Donc il y a des dossiers qui ont été transmis au procureur et donc l'équipe municipale a présenté 3 signatures outre TFR et série qui proviendraient de 2 taggeurs et donc rien que dans le 5e arrondissement 560 tags à Paris, 55 000 euros de nettoyage. Donc oui, il n'y a pas vraiment de peine, j'essaye de trouver, mais il n'y a pas de... Il faut inventer le principe du pollueur-payeur, tagueur, nettoyeur. Voilà, tagueur-nettoyeur. On se retrouve dans un petit instant avec vous pour continuer nos débats. À tout de suite. Les débats aujourd'hui avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste, Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio. Vous le retrouvez tous les matins à 9h, Revel en campagne. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia avec nous et un invité de dernière minute, Franck Tapiro, publicitaire, qui était venu nous parler de cet excellent article sur l'émotion au cœur de la campagne, l'émotion qui va compter dans le choix à l'élection. On va parler de tout cela avec vous. On continue nos coups de cœur, nos coups de gueule. Éric Revel, un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. Vous allez dire, le pauvre Revel, il parle ou de politique ou d'économie, mais jamais de sport. Si, j'aurais pu le faire. Oui, un coup de gueule, parce que vous avez vu qu'on a annoncé un taux d'inflation à 4,5, ce qui est gigantesque. Et bon, le panier du calcul de l'INSEE, il est toujours sujet à caution, mais 4,5, quand vous pensez que le taux du livret A est à 1 point, ça veut dire que les épargnants les plus populaires perdent en ce moment 3,5 de pouvoir d'achat par an, ce qui est quand même considérable. Alors il y a un rattrapage mécanique entre le taux du livret A, le niveau de l'inflation, etc. Mais vous vous rendez compte, il était à 0,5, il a été remonté à 1, un taux d'inflation à 4,5, ça veut dire que en fait, le pouvoir d'achat baisse pour les classes les plus populaires, pour ceux qui n'ont que le livret A pour épargner. Et quand on sait que la question du pouvoir d'achat est centrale dans cette campagne, j'espère que par exemple Bruno Le Maire dira un petit mot, un petit commentaire, parce que le SMIC va augmenter. Pourquoi ne pas augmenter un peu plus le taux du livret A pour favoriser les épargnants les plus populaires? Ouais, c'est vrai que c'est une des conséquences de cette inflation. Alexandre Malafaille, vous, c'est un coup de cœur? Ouais, c'est un coup de cœur pour une organisation qui s'appelle les Batteurs pour la Paix, avec à leur tête un garçon qui s'appelle Khalid Bazi. Khalid, en fait, est un musicien, un batteur de grand talent. Il œuvre dans les quartiers difficiles et il va chercher des jeunes en difficulté et il va les remettre, si je peux dire, dans une bonne dynamique grâce à la musique. Ça fonctionne très bien. Et pendant la crise sanitaire, il a monté une vraie initiative pour essayer de faire de la musique, là aussi un vecteur de lien, génial. Et avec son projet et ses batteurs, il a monté ce qu'on appelle un bus pour la paix. Et avec son bus pour la paix, ils partent avec des élus d'Île-de-France et ils sont partis hier matin en Ukraine, via la Hongrie, mais ils vont essayer de rentrer en Ukraine pour apporter 6 tonnes de biens de première nécessité, avec leur gros bus marqué bus pour la paix, et en même temps ils vont jouer de la musique, parce que la musique ça fait du bien. Je trouve que c'est formidable, parce que d'abord c'est courageux, on n'est jamais à l'abri dans ce genre de situation d'un missile perdu, comme on dit, donc faut oser, c'est dur bien sûr d'assumer, tout ça c'est du bénévolat pur. Alors j'en profite, on peut faire ça, ils n'ont pas encore bouclé totalement leur budget, mais ils sont partis quand même, donc sur LOSO, Batteurs pour la Paix, 20 €, 10 €, ça peut les aider pour éviter qu'ils payent de leur poche leur propre logement sur place. On peut écouter, on a trouvé un extrait. Je bats fort pour la paix. Je bats fort pour la bonne humeur. Je bats fort pour l'amour. L'humour. Je bats fort pour la douceur. Je bats fort pour la fraternité. Je bats fort pour la vie et le bonheur. Voilà.
Ouais, c'est de l'émotion pure. C'est de l'émotion pure. Le distinguo entre battre la mesure et se battre. Et justement, venir donner un exemple positif sur le terrain avec ces musiciens. De toute façon, la musique, ça transcende tout, c'est universel, ça parle à tous les publics. On n'a pas besoin de la comprendre, on la ressent. On est vraiment au cœur même de l'émotion. Et la veille, on les avait fait jouer pour les 10 ans de Sinopia, qu'on a fêté lundi soir. Ils sont partis tard et ils sont repartis tôt. Ils n'ont pas annulé notre séquence pour être avec nous. Ils sont géniaux. Ils méritaient un coup de cœur. Pour rebondir sur le coup de gueule d'Éric Revel, le gouvernement annonce que le SMIC va augmenter automatiquement le 1er mai de 2,4 et 2,6, comme par hasard 10 jours avant l'élection présidentielle. C'est de l'émotion. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une élection présidentielle tous les 6 mois. Bah ouais. Là, on serait tranquille, on aurait ce qu'on voudrait. Bah oui, et les Corses aussi sont contents. Plein de monde est content. Tout le monde est content, effectivement. Alors Franck Tapiro, votre coup de gueule qui va nous... C'est pour ça que vous êtes resté, parce que vous êtes arrivé en me disant ces sondages, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais je ne sais pas qu'au sondage, je ne crois pas au climat ambiant. Pour moi, ce climat ambiant, Dieu sait si je suis un éternel optimiste, vous le savez, on se connaît depuis longtemps. Là, j'ai une forme d'inquiétude parce que je ne crois pas à ce que j'entends. Mais quand je dis je ne crois pas à ce que j'entends, c'est que de l'émotion. Et encore une fois, je ne crois pas à ce que j'entends parce que ce que j'entends, c'est la belle partition rationnelle qui est en train de s'écrire. Ça fait 5 ans que tout le monde dit oui, mais de toute façon, dans 5 ans, on va se retrouver avec un second tour. Vous savez, le scénario qui est d'avance, Macron-Le Pen. Et puis, regardez Le Pen, elle s'est dédiabolisée. Elle s'est dédiabolisée. Elle est plus extrême droite. Elle est même passée de l'autre côté. Elle est même plutôt dans la classe populaire. Et puis, elle aime les chats. Et puis, elle est sympa. Mais on se fout de qui, franchement? Est-ce que tout cela en France, alors que le français est éminemment politique, et même quand il ne va pas voter, d'ailleurs, il a une forme dans l'abstention, c'est un choix. Et vous savez que tous nos choix sont dictés par quoi? Par nos émotions. Nous sommes la somme de nos émotions. Et on essaye de se rassurer dans le déni, on essaye de montrer que Zemmour n'est pas fort, que Macron est quand même toujours aussi fort, etc., mais qu'il a déjà gagné d'avance. Et tout cela, les scénarios gagnés d'avance, au foot, on sait très bien ce que ça vaut avec le PSG, avec certaines équipes. Ça ne marche jamais. Et en politique, ça ne marche absolument jamais. Donc ça fait 30 ans que moi, je me tue à dire à mes amis sondeurs, parce que même si je ne travaille pas avec eux, même si je suis toujours opposé à eux depuis 30 ans, ça m'a plutôt porté bonheur. Si j'avais autant de chance sur l'auto sportif, je serais devenu milliardaire. De leur dire, mais écoutez le cœur des Français. Écoutez ce qu'ils ne disent pas. Ils ne sont pas trompés sur les présidentielles. Les trois dernières, ils ont donné les bonnes... À une semaine. Vous voulez qu'on reparle de 2002? Vous vous rappelez que c'est l'exception sur les tout à l'heure, 8% moins 1 sur Jean-Marie Le Pen en 2002. C'est pas se tromper, ça? C'est passé complètement à côté. Le 21 avril est une déflagration de l'histoire de la 5e République. Mais il l'avait prévu, Frédéric Dabi vous l'explique qu'il l'avait anticipé. Frédéric Dabi est beaucoup plus prudent. Je ne sais pas si vous l'avez noté sur ce que disent les sondages ou ce que ne disent pas. Autre chose qui m'inquiète, c'est d'abord qu'on ne mesure pas l'abstention. L'abstention réelle, parce que 33%, ça c'est le chiffre qu'on donne du plus grand parti de France, c'est la moyenne. Mais l'abstention réelle là, au premier tour, l'abstention au second tour, l'abstention aux législatives qui auront lieu 2 mois après. Donc, et on dit, mais c'est drôle, les abstentionnistes, on sait que ce sont des jeunes et la classe populaire. Mais c'est drôle, l'électorat de Marine Le Pen, c'est quoi? Les jeunes et la classe populaire. Donc, vous voyez bien qu'il y a plein de choses contradictoires. Et moi, je me fie à mes émotions, je me fie à mon écoute de ce que j'entends, des Français, du terrain. Je vois des gens se barrer de chez Marine Le Pen, aller chez Zemmour, se barrer de chez LR, aller chez Zemmour, Marion Maréchal, aller chez Zemmour, Zemmour qui remplit le Trocadéro, et on va dire qu'il est à 9%. Je vous dis que ce déni, pour moi, d'une adversité forte, c'est peut-être se mettre encore une fois le doigt dans l'œil. Donc je préfère me dire, moi je n'y crois pas, je me dis en plus que, sincèrement, voter pour une Marine Le Pen qui a aucun positionnement politique aujourd'hui, je serais capable de vous dire où elle est, même elle d'ailleurs est incapable de vous le dire. Évidemment, elle n'est pas à l'extrême droite, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas au centre, elle n'est nulle part. Donc avoir un second tour avec elle, c'est la catastrophe pour le politique. Ça fait réagir. Alexandre, juste pour dire qu'elle n'est pas la seule, ou elle n'est pas le seul à être un peu partout. C'est aussi le positionnement de Macron. Depuis le début. Oui, depuis le début. Donc là, elle a un positionnement nouveau. Moi, ce qui m'a frappé quand même sur cette séquence depuis maintenant 5 ans, c'est qu'entre la Marine Le Pen de 2017 et la Marine Le Pen de 2022, c'est plus la même. Il faut quand même écouter ce qu'elle raconte. Il faut regarder sa façon d'être préparée et de tenir les débats dans des situations difficiles. Elle a vraiment quelque chose à raconter, à expliquer, à défendre, à argumenter. Elle est devenue une candidate sérieuse.
sérieuse, face à laquelle c'est plus la même chose de débattre, et à part quelques sujets sur lesquels elle est un peu fragile, pour le reste, sur l'économie notamment, pour le reste, elle tient la route quand même. C'est ce que nous a dit Thibault Langsad, qui est venu ici, qui l'a vu au MEDEF. Sophie Menton, pareil, qui l'a reçu à Éthique, nous dit c'est pas la même personne, c'est quelqu'un de beaucoup plus préparé, de beaucoup elle plus... Elle a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Mais, alors, mais ça a pu toucher les gens. Et les chats aussi. Enfin, on va peut-être en parler. Les chats, c'est clair. Hein. Les chats, c'est évident. Mais en toute sincérité, qu'elle soit meilleure que 2017, de quoi on parle? Enfin, ou alors on est habitué à la médiocratie ambiante. Mais de quoi on parle? Elle est aux abysses en 2017, donc elle est qualifiée aujourd'hui et qualifiable, oui. Il faut la respecter en tant que telle. Mais en faire un génie politique, excusez-moi. Elle a quand même deux points positifs pour elle. Elle a d'abord une marque. La marque Le Pen, ça existe depuis des années. Quand on veut voter protestataire, qui a été plutôt un handicap. Voilà, qui était oui, mais qui quand même garantit un socle. Et surtout, elle a un socle d'électorat populaire. Alors on peut appeler ça l'extrême droite Hénin-Beaumont ou l'extrême droite Brachet, ce village de la Haute-Marne où elle commençait ses campagnes. Mais elle a ce socle électoral qui est là. Alors le petit point où je vous rejoins, c'est qu'en effet, c'est un socle qui peut être fragile. On l'a vu au dernier régional où cet électorat-là ne s'est pas déplacé pour voter. Donc du coup, le Rassemblement national a mécaniquement diminué. Mais elle a ce socle populaire et Éric Zemmour n'est pas arrivé à mordre sur cet électorat-là. Ce qui explique qu'elle soit quand même largement devant le polémiste qui quand même a commis beaucoup d'erreurs pendant sa campagne et pas seulement sur l'Ukraine, mais surtout sur l'Ukraine. Et donc, elle a ce socle que n'a pas Éric Zemmour. Ce qui explique sa place dans les sondages. Maintenant, attention, parce que c'est très fragile sur deux points, et Frédéric Dabi d'ailleurs est très prudent là-dessus. Éric a bien fait de le rappeler. Voilà. Sur le second tour, oui, en effet, là, il faut être prudent parce que ça ne signifie pas encore grand-chose. Mais sur le premier tour, on a une part d'abstention qui n'est pas mesurée et avec une abstention élevée, les sondages se trompent souvent. Et puis, on a aussi une part de zapping, c'est-à-dire d'électeurs qui disent oui, je vais aller voter, mais je suis pas sûr de mon choix, je ne sais pas trop, qui est plus forte que d'ordinaire. Donc tout ça rend le scrutin quand même encore... Éric Revel et après Christine. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a quand même une grande confusion. On le dit à chaque fois, mais là je le pense vraiment, c'est une présidentielle totalement atypique. Enfin voilà, où on est un peu dans une espèce de brouillard constant. On nous influence, on nous manipule. Bon. Pas vous, Éric. L'imbougeable. Non. Mais je veux dire, à mon sens, et là en toute objectivité, je pense que Marine Le Pen, elle a quand même 3 points pour elle. Le premier, c'est l'expérience. Bon. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est celle qui a le plus d'expérience de ce type de campagne. Ça compte. Bon. Le deuxième, c'est que très tôt, dans sa campagne, elle a mis la question du pouvoir d'achat sur la table. Or, c'est la question centrale aujourd'hui. Alors, ou bien elle l'a fait par coup de bol politique, ou bien elle l'a fait par... quelques coups par intuition. Bon, voilà. Mais en tout cas, il faut reconnaître qu'elle a une certaine antériorité par rapport à d'autres candidats de droite sur la question du pouvoir d'achat. Et puis, troisième point, quand même... c'est Éric Zemmour. Alors, on verra si les sondages donnent tort ou raison à ce qu'a dit Franck, mais les électeurs. Éric Zemmour a décalé, j'allais dire, sur le centre Marine Le Pen, et 2, pour la première fois, celui des deux qui sera au second tour, plutôt Marine Le Pen maintenant dans les sondages, il bénéficiera d'un réservoir de vote. D'un réservoir électoral. Ce qui n'est pas neutre, ce qui n'est jamais arrivé. On peut dire Macron va faire le plein des voix au premier tour, bon, ou presque, bon, mais Marine Le Pen ou un autre candidat, non, il bénéficiera Et puis j'ajoute que dans les sondages, suivant les sondages, auxquels on peut croire ou ne pas croire, 25 à 30%, allez, des électeurs de la France insoumise votent au second tour pour Marine Le Pen. Exactement. Oui, ah oui. Donc c'est quand même, si vous voulez, voilà, il y a quand même une situation un peu différente de d'habitude. Je ne sais pas si elle sera au second tour. McKinsey. Alors McKinsey et d'autres affaires, qui est un poison lent. Et moi, je ne cesse de le dire depuis le début de cette affaire. Je pense que Emmanuel Macron et ses conseillers ont eu tort de traiter ça un peu, sinon avec mépris, en tout cas avec négligence, mais... On va voir les ravages que ça peut faire. Et là, il décroche, le président, candidat. Oui, il décroche, il baisse. On va voir ce que ça... Mais j'étais étonné, ce matin, que vous me disiez, Franck Tapiro, que vous aviez le sentiment que Marine Le Pen était très surestimée. C'est pas la même chose qu'en 2002. En 2002, les gens n'osaient pas dire qu'ils votaient Le Pen. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont voter Zemmour, ils disent qu'ils vont voter Le Pen. Christine, pardon, je vous ai oublié, parce que comme vous êtes à distance, je vous ai dit que ce serait compliqué. Non, mais pas mieux que tout ce qui vient d'être dit de manière brillante. Il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'effectivement, Éric Zemmour
Zemmour a normalisé Marine Le Pen, donc permet à certains de dire que ça pose plus de problème de voter ou qu'ils ont l'intention de voter Marine Le Pen. Elle a bénéficié aussi de la radicalité sur certains sujets où elle s'est fait oublier. Peut-être que les Français, par sympathie aussi de l'habitude, se disent elle est là depuis longtemps. Peut-être que les Français n'aiment pas la trahison aussi de tous ces candidates qui sont partis de chez elle et qui sont allés chez Zemmour. Après, ça donne effectivement une réserve de voix qu'elle n'avait peut-être pas, d'où des sondages aussi très serrés pour le deuxième tour en cas de duel Macron-Le Pen. C'est possible aussi. C'est votre question de la trahison. On a l'habitude de la voir. Et elle a un ancrage territorial. Elle a des élus en région, elle a des maires, elle a des petits maires, et puis des maires qui étaient Rassemblement National. On prend son maire de Moissac, dans Tarn-et-Garonne. Le père de Moissac aujourd'hui rallie Éric Zemmour. Les habitants de Moissac qui ont voté pour lui sous l'étiquette RN, ils apprécient pas forcément. Sur la trahison, j'en ai parlé dans mon article. Ça rappelle d'ailleurs toutes les trahisons qu'avait subies en 95 Jacques Chirac. Il était à 12,5, aujourd'hui on se dit mais il n'y passera jamais. Tous les jours, quelqu'un qui lui plantait, il disait aïe ça pique. Le soir au Guignol avec tous les poignards dans le dos. Et regardez ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que la trahison fait partie aussi d'une création émotionnelle positive. Je dirais pour Marine Le Pen, c'est certain. Maintenant, encore une fois, quand on entend comment est-ce qu'elle a évolué, c'est-à-dire qu'elle a enlevé toutes les conneries qu'elle pouvait dire il y a 5 ans, c'est clair. L'Europe, l'euro, le souverainisme, elle n'en parle pratiquement plus. Alors c'est caché derrière. Donc, mais finalement, si ça c'est une monétisation, moi j'arrive pas. Encore parce que j'adore la politique, mais j'arrive pas à comprendre quel est son positionnement. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Christine Bouillot, Pascal Jalabert, Éric Revel, Alexandre Malafaille et Franck Tapiro. Et on a un auditeur qui voulait réagir à ce que nous disions. Bernard, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Bernard. Oui, bonjour, Valérie Expert. Merci de m'accueillir dans votre émission. Bonjour aux invités et à Franck Tapiro, puisque je n'ai pas retenu le nom. Oui. Voilà. Et alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Je voulais vous dire que Franck Tapiro, je le connais un petit peu par les médias, tout ça, et vraiment il a fait une analyse, mais d'une lucidité vraiment impressionnante, quoi, de ce qui se passe. Enfin, je partage complètement l'analyse qu'il a faite sur les sondages et puis sur l'éventail de ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Voilà. Donc vous pensez que Marine Le Pen est surestimée, Emmanuel Macron aussi? Je pense que Macron, il me fait penser un peu au CID, vous savez. Il est un peu mort sur son cheval, il a 4 planches qui le tiennent. Voilà. Et si vous voulez, c'est un peu cette image. Marine Le Pen, elle est une mauvaise copie d'elle-même. Voilà. Et voilà. Alors bien sûr, par contre, je fais une erreur parce que je donne les noms. Et je sais que c'est défalqué sur les... Non, parce que vous dites du mal, donc quand on dit du mal, on a le droit. Donc voilà. Du mal, oui, c'est ça la règle. Vous saviez pas, Franck Tapiro, de ce truc, je gueule tous les jours. Voilà, je suis remonté contre cette absurdité de l'égalité totale. Et aujourd'hui, la prise en compte, c'est-à-dire que là, vous nous avez mis dans un bazar pas possible, parce que quand on dit du bien, c'est décompté. Même les éditorialistes, les journalistes, à chaque fois qu'on dit du bien d'un candidat, c'est décompté. Et il faudrait... Oui, mais Franck Tapiro, avec le talent qui est le sien, on ne sait jamais s'il dit bien ou mal. C'est ça. Absolument. Oui. Je sais que l'art et la manière c'est ça, sa grande force. Français, ça dépend des chacun à sa façon peut parler dévoiler ses pensées avec le français qui l'intéresse. On a tellement de sources de français avec tous nos poètes. Donc on peut très bien faire de l'euphémisme, on peut très bien varier les choses et dire du mal. Mais la règle, effectivement, il y a le temps d'antenne et le temps de parole. Et le temps d'antenne, ça concerne évidemment tout le monde, sauf si on dit du mal. Donc on peut dire du mal. Voilà. Mais si on dit par exemple merci le de nous avoir appelé, Bernard. Valérie, si on dit le créateur de la Startup Nation. Le créateur de la Startup Nation, est-ce qu'on voit à qui je fais allusion? Est-ce que c'est décompté ou pas? Mais vous n'avez pas vu, regardez Quotidien qui s'amuse avec ça et qui tient un tableau très précis et qui, par exemple, met une image de Éric Zemmour en disant il est beau, il a des belles oreilles, etc. pour gagner du temps. Oui, c'est terrible. On en est dans une absurdité. C'est-à-dire que quand on dit Marine Le Pen a progressé, ça rend que c'est un compliment, ça est censé rentrer. Waouh. C'est parce que ça veut dire que l'analyse n'est plus. Mais si tu ajoutes, mais cela paraît artificiel, ça ne rentre pas. Voilà. Christine.
Oui, en sachant que tout ça ne s'applique qu'à nous, hein, puisque tout ce qui est sur les réseaux sociaux, absolument. Il n'y a pas de... C'est ça qui est complètement dingue. On va parler de McKinsey. Moi, hier, j'ai essayé de regarder, j'ai allumé BFM, CNews, LCI, rien, pas de McKinsey, on parle que de l'Ukraine. Il y avait une conférence de presse donnée par 2 ministres. Alors, il y a France Info TV qui l'a diffusé, et c'était diffusé par BFM sur une antenne Facebook live. Donc on est dans un truc d'absurdité totale. Donc, et voilà, on parlait d'émotions. Voilà quelque chose qui provoque des émotions. Je trouve peut-être totalement contradictoire, parce que le grand public, et on est ici sur Sud Radio, on dit parlons vrai. Ouais. Donc quand on parle vrai, on peut pas. Parce que parler vrai, ça veut dire justement décaler les temps de campagne, ça veut dire on va être obligé d'employer des expressions consacrées pour essayer de faire comprendre de quel candidat on parle ou pas, et en fait finalement on ne dit rien, donc il n'y a pas de sens. Et comment voulez-vous que les Français, on n'arrête pas de dire qu'il y a de l'abstention, parce qu'à la fois ils trouvent que l'offre politique est catastrophique, et ils ont raison, et deuxièmement qu'ils ne comprennent plus quel est le sens de chaque candidat. Donc si on ne peut pas parler de la représentativité et du sens, bon, on parle de quoi? De rien. Voilà pourquoi il y a autant d'abstention. Alors, je voudrais qu'on parle donc de cette conférence de presse qui a duré un peu plus d'1 heure. Donc, Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin sont montés au front pour tenter de déminer la polémique autour de l'utilisation du recours par l'État au cabinet conseil, en particulier de McKinsey. Je rappelle ce chiffre d'1 milliard d'euros dépensés uniquement sur l'année 2021. Je crois qu'on a un extrait qu'on a passé dans le zapping que je voulais vous faire. Ah non, on peut pas parce que ça va nous faire du temps de parole. Voyez où on en est? C'est pas possible. Ah ben si, on me fait des grands signes, on passe pas. On passe pas parce que si je les passe. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont ministres. Donc ça veut dire que quand ils sont ministres, voilà, on n'y comprend rien, c'est le bordel. Donc on ne les passe pas. On peut pas faire une nuit du rééquilibrage des temps de parole. Non, c'est interdit. C'est interdit. On lui fait ça à une autre époque. C'est par tranche. Donc il va falloir que nous on rééquilibre la semaine prochaine. Je pense qu'on fera, on vous passera du discours de Poutou. Enfin bref, parlons donc de cette conférence de presse. Dont c'est du bien ou pas de dire Poutou, Non, là c'est du mal. Ouais, c'est du mal. Eric, vous l'avez regardé cette conférence de presse, donc cette affaire McKinsey qui petit à petit s'installe, poison lent, vous disiez tout à l'heure, et le gouvernement obligé de convoquer une conférence de presse en urgence hier. Oui, alors c'est une conférence de presse d'ailleurs qui était prévue plus tôt pour aujourd'hui, mais qui a été décalée à hier soir, apparemment pour des raisons d'agenda du ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Bon, on a entendu 2 ministres et, à mon avis, alors je vais le faire gentiment, mais ça m'a frappé, des journalistes à cette conférence de presse qui, à mon sens, posaient pas des questions super intéressantes et super pertinentes, pardon de le dire, mais il y avait plein de sujets qui étaient abordables quand on parle de McKinsey, de la campagne de Macron en 2017, enfin, il y avait plein de choses et... Alors, mais vous les trouvez convaincants ou pas? Non, parce que non, ils avaient l'air très mal à l'aise déjà tous les deux. Bah oui, parce que si vous voulez, c'est une conférence de presse où on envoie quand même 2 personnalités de ce gouvernement, bon pas des personnalités non plus. C'est pas Bruno Le Maire, non, c'est pas Bruno Le Maire, mais qui ont essayé de montrer que tout était transparent, qu'il n'y avait pas de sujet, qu'il fallait circuler, qu'il n'y avait rien à voir, mais ça montre quand même qu'il y a une certaine fébrilité sur le sujet à l'Élysée. Oui, je rappelle que donc le créateur de la Startup Nation avait expliqué que s'il y avait un problème à McKinsey, que ses opposants aillent au pénal. Voyez, oui, absolument. Bon, donc il avait balayé tout ça d'un revers de main, genre c'est fermé, c'est fini. Et puis là, le fait de provoquer cette conférence de presse, ça signifie très clairement qu'ils prennent les choses très au sérieux. Bien sûr, qu'ils prennent les choses très au sérieux, parce que politiquement, ça peut avoir un impact. On peut se demander aussi ce que fait le parquet national financier en général en ce moment. Est-ce qu'il y a piscine? Est-ce qu'ils ils ont avancé les vacances de Pâques? Mais il y a quand même des sujets, quoi. Je crois que le PNF peut s'auto-saisir. Donc, oui, c'est ce que je disais hier. Bon, voilà, parce qu'après, vous comprenez, vous laissez libre cours à plein de fantasmes. Est-ce qu'il y a, des rétrocommissions? Est-ce que tout a été transparent? Quand le rapport du Sénat, moi, j'ai pas la compétence pour juger s'il faut mettre tant d'argent sur tel rapport avec tel cabinet privé, mais quand le rapport pointe des choses qui ont été payées, mais qui n'ont jamais été fournies par ces cabinets conseils, on se dit, mais attendez, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a filé des centaines de milliers d'euros, voire plus, à des gens qui n'ont même pas eu besoin de produire un travail. Mais enfin... Non, ce que disait Amélie de Montchalin dans le son, c'est
ok, on commande, mais c'est nous qu'on décide. Mais ça, c'est vrai. Dans le conseil, je peux vous dire, je suis bien placé pour savoir. Si vraiment tous nos clients respectaient à la lettre tous les conseils qu'on leur donnait, ce serait extraordinaire pour nous. Maintenant, là, il y a un petit hiatus. C'est pas tant ne pas suivre le conseil, c'est ne pas produire un document stipulant quelle est la recommandation. Si vraiment ils ont été payés juste pour réfléchir dans leur coin et pas livrés, là, il y a un problème. Non, mais en fait, on a basculé. On a basculé par des mois. On a basculé. Mon semble-t-il, je vais être un peu caricatural exprès. On a basculé d'une démocratie à une consultocratie. Et tout ça, en fait, est en place depuis assez longtemps. Parce que quand vous regardez un peu les économistes qui ont travaillé sur le sujet, vous vous rendez compte que le développement de la mondialisation économique a été de pair avec le développement des cabinets conseils privés auprès d'États. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ces cabinets conseils, à l'insu de leur plein gré, volontairement, avec ou pas l'appui des États, ont mis en place un système économique qu'on appelle la mondialisation. Parce qu'attention, il n'y a pas que la France qui consacre des sommes extraordinaires. Je regardais, j'en parlais ce matin dans la matinale de Patrick Roger, mais l'Angleterre, c'est 2 milliards d'euros par an, l'Allemagne, je crois que c'est 3, la Belgique a mis 10 millions d'euros pour la crise sanitaire. Quels sont les liens entre les cabinets conseils et les grands groupes pharmaceutiques? Enfin, tout ça devrait être mis sur la table. Or, on nous dit, après cette conférence de presse, il n'y a plus rien, il y a plus rien à voir circuler. Le candidat sortant, enfin le candidat président est à Foura aujourd'hui dans la Charente-Maritime pour parler d'écologie, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet pour les Français. Or, oui, ce sujet est en train de monter. Ce sujet est en train de monter. On est à 10 jours de la présidentielle. Et pour rejoindre ce que disait Franck tout à l'heure, on est encore plus dans le brouillard parce que personne n'est capable en réalité de mesurer l'impact qu'aura ce dossier sur le résultat du premier tour. Allez, petite pause pub et on en débat avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. On revient sur la conférence de presse improvisée, rapide, hier tenue par deux ministres, Olivier Dussopt, ministre du Budget, et Amélie de Montchalin, qui est à la transformation à la fonction publique. Éric Revel nous a fait un panorama. Un peu long, Valérie Expert. Non, mais c'est bien, ça va permettre de réagir. Alexandre, vous-même, vous êtes une forme de cabinet conseil, non ? Alors les think tanks ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des cabinets conseils. Nous en plus on est indépendant et on est rattaché à personne. Mais après on cherche à avoir de l'influence, mais c'est une autre histoire. Revenons sur cette conférence de presse. L'affaire de toute façon elle est extrêmement révélatrice d'un problème de système. Et là pour le coup je pense quand même qu'on peut dire qu'il y a un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que ces cabinets de conseil quand même soutiennent de manière officieuse les candidats. Et on disait tout à l'heure en off, il y a un très bon papier du Monde il y a 2-3 ans qui raconte comment pendant la campagne présidentielle et avant, McKinsey a vraiment soutenu le candidat Macron. Forcément après il y a quelque chose qui se passe. Alors ça se fait dans la légalité, sauf que le problème c'est que on peut quand même critiquer le fait que on n'entretient pas les services de l'État pour être capable de mener en interne leur propre capacité à travailler. Alors parfois on a besoin de challengers extérieurs, de gens qui arrivent avec une façon de travailler, une façon de méthode, etc. Mais là c'est quand même très grossier. Moi le deuxième point qui m'embête encore plus, au-delà des questions éventuelles de commission, rétrocommission, renvoi d'ascenseur, c'est que en fait on parle de sommes qui sont considérables et en fait qui vont uniquement, pratiquement pour l'essentiel, dans des cabinets anglo-saxons. Moi, ça me pose un vrai problème de fond, parce que vous avez par exemple une association qui a été créée il y a 1 an par Hervé Novelli, qui essaie de promouvoir le conseil français. On a des boîtes en France qui font le boulot, quand même. Et pourquoi on ne fait pas d'abord et en priorité travailler les boîtes du conseil français, quitte à ce qu'à un moment donné, ça les fasse grandir pour mieux les armer dans la compétition internationale. Sauf que ça pose la question quand même du recours à ces cabinets conseils. Non, mais attendez, ça veut dire que qu'ils soient français ou étrangers. Oui, mais attendez, à un moment donné, on ne peut pas non plus tout. On a besoin régulièrement de gens qui ont une compétence qu'on n'a pas, la pub, la com, etc. Donc on ne peut pas tout internaliser. Mais après, il y a une question de règles, de proportion, d'indépendance, d'éthique, ça en est tout ça, il faut le remettre à plat. Mais là encore, pourquoi c'est emmerdant avec les cabinets américains, c'est qu'on est sous le coup de la loi américaine. C'est-à-dire que tout ce qui se fait chez nous, et quand même sur des sujets qui sont un peu stratégiques, un peu sensibles, un peu liés à l'État, à son fonctionnement, et peut-être à quelques secrets de fonctionnement ou secrets de fabrication, c'est placé sous le coup de l'extraterritorialité de la loi américaine, avec le Patriot Act, et n'importe quel juge un jour peut décider de regarder, de rentrer chez nous et de voir ce qui se passe chez nous. C'est très ennuyeux d'avoir ce type de dépendance aux Américains, alors qu'on pourrait avoir nos sous-traitants français qui conseillent l'État. On n'a pas besoin de les enrichir. Accessoirement, si en plus ils ne payent pas d'impôts en France, pardon, mais il y a de quoi faire un double coup de gueule. Et je voudrais juste dire qu'en effet, je pense que cette petite musique qui maintenant est un peu plutôt en marche pour être une fanfare, il ne pourra pas, quelle que soit la qualité de l'explication, il ne pourra pas s'en sortir. Aucune explication raisonnable ne sera audible. Alors Christine. Je suis tout
toute petite parenthèse, pourquoi ça monte? Tout simplement parce que Emmanuel Macron n'est pas au contact de la campagne. C'est un vide qui comme il est au-dessus de la mêlée, qui va très peu sur le terrain et qui veut pas débattre, eh bien il y a un sujet qui s'installe et dont profitent ses adversaires. C'est logique que ça monte. Et juste il y a un autre sujet qui peut exploser d'ici le premier tour, c'est Alstom. Qui n'est pas encore vraiment sorti, mais la façon dont on a géré le dossier Alstom à l'époque d'Emmanuel Macron à Bercy, c'est un vrai sujet qui peut faire boom. Plus compliqué. Et vous verrez que la visite à Foura cet après-midi, il n'y a qu'une chose qui va intéresser les journalistes, c'est sa réponse sur McKinsey. Sur McKinsey. Alors, un tweet d'un journaliste qui dit en privé, Macron est furieux face à l'incendie McKinsey qui se propage. La crainte majeure du président, le sujet pourrait sortir des réseaux sociaux et s'inviter dans les conversations des Français, s'inquiète un ténor de la République en marche. Alors, ça commence. C'est la règle de la com de crise. Quand vous laissez la crise communiquer pour vous, vous courez après en permanence. Donc il faut reprendre le lead, il faut qu'il en parle, il faut pas du tout qu'il soit énervé ni rien, il faut qu'il y aille de façon déterminée. Il n'était pas très bon dimanche dans l'énervement en disant qu'ils aillent au pénal. C'est un peu le qui viennent me chercher. Qui viennent me chercher, vous savez qu'il n'a jamais dit qu'ils viennent me chercher. L'ensemble de la France pense qu'il a dit ça. Vous vous rendez compte qu'on arrive même à faire croire à Emmanuel Macron qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit, parce qu'encore une fois il a dit qu'ils viennent le chercher. C'est important, la langue française est assez riche. Mais c'est la com de crise aussi. Il faut réexpliquer, redire. Et là il faut sortir de façon forte, calme, sereine et déterminée. Le moindre pas de retrait sera pris comme un événement amplificateur de la crise. Christine Bouillon a raison, cet après-midi ça va être très compliqué. Oui, alors Pascal Jalabert. Quand on dit que ça ne s'invite pas encore dans les conversations, attention, ça commence. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des sommes. Je prends qu'un exemple. Les fameux 468 000 € pour organiser un colloque, un symposium qui n'a jamais eu lieu. 468 000 €, c'est 2,5 fois le patrimoine d'une famille française qui arrive en fin de carrière. Donc c'est quand même des sommes qui parlent aux Français et on s'aperçoit que ça n'a servi à rien. Alors Amélie de Montchalin a tenté de justifier par la crise sanitaire partout, mais quand même, le rapport... C'est le Sénat qui le pointe, copier-coller sur l'éducation, c'est quand même embêtant. Donc il y a un gros problème de fond qui choque les Français. Et oui, c'est de l'argent public, donc l'exigence de transparence paraît naturelle. Et là, franchement, le Sénat fait son boulot, c'est-à-dire de contrôle du travail du gouvernement. Donc maintenant, il faut des explications beaucoup plus précises que ça. Mais oui, c'est un brûlot. Et oui, Emmanuel Macron ne va pas pouvoir contourner ce débat. Mais vous parlez de com de crise. Bruno Le Maire, hier chez nos confrères d'Europe 1, n'a pas répondu. Quand on lui pose la question, il répond par Google. Alors, donc, c'est pas... Il n'était pas... Peut-être qu'il n'avait pas, comme on dit, travaillé les éléments de langage, comme on dit dans les ministères, parce qu'attention, là, il ne faut pas se gourer. La moindre parole qui peut ou être vécue comme un moment de retrait, ou de je ne réponds pas, etc., ça amplifie la crise. C'est ce qui s'est passé hier. Quand il répond Google, à la question McKinsey, c'est pas la réponse. Non, mais je voulais juste alléger un petit peu la question. Vous avez peut-être, le diable est dans les détails et le diable est dans les symboles, notamment en termes de communication, mais là, le créateur de la Startup Nation est donc à... Vous pouvez dire son nom, on dit du mal. Pour parler d'écologie, il est à Foura, en Charente-Maritime, un endroit que je connais bien. Oui, vous connaissez. Et le bout de Foura, ça s'appelle la pointe de la fumée. Voilà. Et je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, peut-être, moi je serais journaliste. La presqu'île à fumée, remarquable. Face à l'île d'Aix. Oui, absolument. Je lui poserai une question, disant, Monsieur le Président, vous êtes à la pointe de la fumée. Donc... non, mais c'est marrant. Non, mais il y a des symboles, effectivement. Mais Pascal connaissait la pointe de la fumée. Oui, je connais la pointe de la fumée, l'île d'Aix juste en face, sans voiture d'ailleurs. Poison lent pour Emmanuel Macron, cette affaire McKinsey, c'est-à-dire vraiment ça peut avoir des conséquences. Tout dépend de sa capacité à stopper net le fantasme. Vous savez, encore une fois, le fantasme, c'est terrible. Quand vous laissez de la place, le fantasme continue. La nature a horreur du vide. En politique, c'est épouvantable. Quand vous laissez du vide, c'est ça qui crée des discussions dans les familles. C'est ça qui devient un sujet. Il y a des gens qui ne connaissent pas McKinsey ni la profession de conseil. Donc il faut occuper l'espace, reprendre la main de sa communication, pas la laisser à d'autres, sinon c'est la catastrophe. Christine, juste, on oublie quelque chose, c'est les adversaires, c'est qu'ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Donc ça va continuer à mouliner sur ce sujet. C'est parti. Enfin, même s'il reprend le lead, c'est compliqué parce que c'est un vrai sujet.
sujet qui revient dans les conversations, surtout chez les adversaires mais je pense qu'ils ont cru que ça ne prendrait pas, hein, parce que ça fait quoi, un peu plus de 15 jours que. Oui. Il y a des papiers qui sortent, il y a pas mal de papiers dans la presse, ça commence à faire vraiment un sujet qui s'installe. L'audience du patron de McKinsey face à la juge. Moi j'étais mort de rire, on aurait dit un sketch. Sénateur. On aurait dit un sketch. Ça veut dire qu'il a menti aussi sous serment, apparemment. Il bafouillait, et le problème c'est qu'on ne peut pas être à ce niveau-là, être face à des sénateurs, une enquête sénatoriale avec les caméras de télévision, et bafouiller à ce point. C'est-à-dire que même McKinsey devrait avoir des conseils en communication, en expression orale. Regardez, c'est un sketch. D'ailleurs, elle rigole, la sénatrice rigole, elle ne comprend rien. Elle dit, alors, vous me dites que vous avez fait des missions de conseil pour évaluer des projets de... Mais elle dit, je comprends rien. Et le gars continue à bafouiller. Donc, à un moment, voilà comment on crée soi-même sa propre crise. Alors, pour revenir sur la campagne, là où ça peut aussi avoir un impact, c'est qu'on a quand même une partie de l'électorat indécis ou pas trop intéressé à la politique qui se disait, bon, mais de toute façon, c'est plié, ça sera Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Là, il peut se mobiliser pour aller voter contre le président de la République. Alors, vers qui, ça on ne sait pas, mais ça peut créer un surcroît de mobilisation sur une partie de l'électorat protestataire. Ouais. Je regardais les tweets de la sénatrice Eliane Assassi, justement, qui est celle qui a auditionné, qui est la présidente. Et elle dit, le contrôle fiscal lancé un mois après le début des travaux de notre commission, et on fait transiter jusqu'au Delaware, paradis fiscal, ses bénéfices, ça veut dire 0 € de profit en France égale 0 € d'impôt. Là, il va y avoir aussi peut-être une explication à donner, parce que pour l'instant, oui, c'est de l'optimisation fiscale, mais un peu tordue là quand même, non? Mais il va falloir expliquer, parce que la défense d'Amélie de Montchalin hier et d'Olivier Dussopt de dire c'est pas parce qu'on fait bosser des cabinets de conseil qu'on les écoute. Vous avez raison. Oui, mais quand on vous dit qu'on a dépensé 1 milliard, c'est pas. Faut qu'ils changent de conseil. Le problème, c'est que le dossier, de quelque manière vous le tourniez, il est désastreux. Il est pourri. On paye pas d'impôts sur les sociétés pour McKinsey. On brade nos politiques publiques, y compris celles de la défense. On part du principe que nos fonctionnaires sont nuls et tous à remplacer. Enfin, de quelque façon vous traitiez le dossier, en fait. Exactement. Donc ça devient, à mon sens, très compliqué pour le président. Ce qui est fou, c'est d'avoir, sur tous ces sujets, d'avoir été d'une complaisance absolument extraordinaire. Ce qui pose question, parce que tous ces groupes américains, ou à peu près, se sont organisés pour ne pas payer d'impôts en France, en tout cas quand ils travaillent avec l'État. Je prends Microsoft par exemple. Le siège de Microsoft en France, c'est un siège commercial. Mais le vrai facturier, si je puis dire, elles sont considérables, parce qu'on achète beaucoup de licences Microsoft pour faire tourner nos ministères, en particulier la défense. L'argent transite par des îles anglo-saxonnes, et après ça repart aux États-Unis. Je suis extrêmement sensible à ce que tu as dit tout à l'heure sur le conseiller français. Si en France il n'y avait pas de bon conseiller, ça se saurait. Et donc c'est vrai qu'au moins équilibré. McKinsey, c'est un grand cabinet que je connais très bien, mais à moi il y a d'autres cabinets en France avec des conseils extraordinaires. Il faut avoir le courage de dire à des prestataires qui font un job dont on a besoin, de dire maintenant on veut bien vous donner le marché, mais vous allez avoir un minimum de respect par rapport et de réciprocité. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce que il y a des raisons à ça peut-être, mais ce qui laisse toujours penser qu'il y a une ambiguïté sur la relation entre le politique et ces grands prestataires. Et c'est vrai que ça ouvre aussi la voie à des formes de complaisance ou d'ouverture sur le complotisme. Typiquement, quand on sait que c'est McKinsey qui conseille avec les labos qui sont américains, on se dit mais est-ce qu'à un moment donné tout ça ne fait pas que tout ça entretient les mêmes flux de business, quoi. Et puis il va y avoir des raccourcis, là je vois un auditeur qui me dit baisse des 5 € des APL, c'est McKinsey. Oui. Alors oui, ils ont été conseillés. Après, pour le coup, c'est le gouvernement qui a décidé, mais c'est vrai que c'est eux qui ont... Donc ça, c'est des choses les APL, ça a été un dossier très lourd pour le gouvernement, et c'est sûr que ça va rappeler un certain nombre de choses. Je vous propose qu'on marque une pause et qu'on continue nos débats dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous, on va parler politique, vote, élection, explosion des partis après la présidentielle. Peut-être un coup de gueule que je voulais faire sur les procurations. J'entendais ce matin un reportage dans un commissariat. Les vacances scolaires vont tomber pour tout le monde pour le 2e tour. Donc il y a des procurations qui sont en train d'être données, et donc il y a des queues partout. Vous me disiez, Alexandre Malafaille, commissariat du 15e. Impressionnant, oui. Donc les policiers ont peut-être autre chose à faire, et vous, comme vous le disiez, en 2022, on a peut-être autre chose à faire. Faisons appel à un cabinet de conseil pour savoir comment faire. Oui, c'est ça, voilà.
Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a des outils quand même. Alors, tout le monde ne sait pas servir du numérique, mais avec France Connect, il y a des choses sécurisées où on pourrait avoir accès à des procurations de façon plus simple. Et je pense même qu'on pourrait améliorer la façon de voter. C'est vrai qu'on peut défendre éternellement le fait que se déplacer dans un isoloir tous les jours, 2 fois tous les 5 ans, etc., tout ça a un sens. Oui, ça a un sens, mais ça n'a peut-être pas le même sens pour des gens qui ont 50 ans et plus que pour des jeunes qui ont 18 et 20 et 25. Et on pourrait aujourd'hui aussi très bien accepter que on dématérialise d'une partie du vote, on permet aux gens de voter depuis leur lieu de villégiature. Pourquoi est-ce qu'il faut aller dans son bureau de vote? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voter là où on est pendant les vacances? Ça aussi, ça pourrait s'organiser. Conseil sur le sujet. C'est typiquement français, on attend d'avoir 60% d'abstention pour enfin dire « Mon Dieu, mais que s'est-il passé ?» Puis on réagit toujours une fois que la merde est arrivée. On est malheureusement français jusqu'au bout. Alors n'attendons pas la catastrophe, je suis complètement d'accord. Il y a plein d'autres méthodes à faire, il y a plein d'autres façons d'amener, c'est un des propos de mon mouvement citoyen, c'est d'amener, pas que les jeunes, mais les Français, aux urnes. Regardez la catastrophe des régionales, des municipales, enfin, on oublie les européennes. Mais c'est un drame, on a l'impression que le fait politique désintéresse les Français, il y a une défiance à les intérêts. Et puis là, il ne faut pas négliger l'effet Covid. Hein. Là, comme en plus ça repart, il y a plein de gens qui ne vont pas aller voter par peur. Hein. Donc c'est pas une bonne nouvelle non plus. Pascal, alors moi, je vais rappeler le scrutin donc de 2007 où la participation était montée à 83% très exactement. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une vraie confrontation idéologique et de personnalité. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ils arrivaient, ils renversaient la table dans leur camp. François Bayrou, il était sur une bonne ligne européenne, démocrate chrétienne. Jean-Marie Le Pen était sur l'extrême. Donc il y avait une vraie confrontation, un vrai débat d'idées. Et ça a quand même attiré les Français. Là, on ne sait pas trop. Voilà, on a un Éric Zemmour qui est décalé par rapport aux préoccupations des Français. Marine Le Pen, comme il a été dit, c'est quand même qu'il y a 5 ans. Emmanuel Macron, on a vu depuis 5 ans. Le casting ressemble un peu à celui de 2017. Bref, il n'y a pas la même envie, il n'y a pas le même affrontement idéologique qu'on a pu avoir à d'autres élections. Donc du coup, on intéresse moins les Français et on peut s'exposer à une forte abstention. Maintenant, attention, soyons toujours prudents avec l'abstention parce que ça peut se réveiller dans les derniers jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que McKinsey prenait la participation et peut-être que Fabien Roussel, par exemple, avec un discours décalé, alors je ne vais pas dire trop de bien, mais ce qu'il a dit, on ne l'avait pas entendu les jours heureux, lors des précédentes élections. Il y a quand même une offre, on ne sait jamais, ça peut au dernier moment provoquer quelques réflexes. Et parlons des jeunes, parce qu'on n'arrête pas de parler des jeunes en disant oui, il y a beaucoup de jeunes qui font partie de l'abstention et les classes populaires. Mais imaginez, pour moi, la catastrophe et l'échec absolu de la nation française par rapport à cela. Les jeunes n'ont jamais eu autant d'engagement, mais d'engagement politique, pas comme nous l'avons il y a 20 ou 30 ans. Ils sont engagés sur le climat, sur le citoyen, exactement, l'engagement citoyen. Et il n'y a aucun candidat qui est capable de capter cette envie de s'engager au quotidien pour le bien commun. Pas même les écolos, surtout pas les écolos. Mais c'est ce que j'allais dire. Et Jadot a complètement raté sa partition parce qu'il était sur le sujet central. Donc encore une fois, c'est un échec. Ce qui est très marrant parce que quand on peut croire au sondage, c'est qu'il y avait un sondage qui avait testé le vote des jeunes 18-25 ans. Premier candidat qui arrivait en tête, c'était Macron. Deuxième, Le Pen. Troisième, Zemmour. Très loin, Mélenchon et Jadot. Très très loin. Et puis, puisqu'on parlait de sondage, on en citait un tout à l'heure pour dire que, voilà, le fameux face-à-face, vous vous en souvenez, entre Le Pen et Jospin, je pense qu'il faut l'avoir quand même en tête. Parce que jusqu'au bout, en réalité, une campagne, ça peut basculer. Exactement. Il peut se passer absolument n'importe quoi, même une demi-journée avant. Donc, on dit ça se cristallise un mois avant, non, ça dépend ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Comment ça se cristallise avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout avec l'offre. Ça se cristalliserait si on avait des offres claires, des offres ancrées. Mélenchon, il a des offres claires. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Oui, mais par exemple, Fabien Roussel, sur la sécurité, il a fait un virage considérable pour pour le Parti communiste français. Il est sur le nucléaire. Le PC a toujours été avec la CGT pro-nucléaire, mais sur la sécurité, c'est considérable. Sur l'attaque d'une partie de ce que prône la gauche, le wokisme et la cancel culture, Fabien Roussel, il a clivé, enfin d'une manière. Alors on dit c'est la gauche républicaine peut-être, mais sur plein de sujets, il incarne plus vraiment
vraiment les idées de gauche. Voilà. Il a créé un débat d'idées. Alors, ça va parler à Christine. En 2002, j'étais allé faire un reportage à Pamiers 4 jours avant, donc dans l'Ariège, sous-préfecture de l'Ariège. D'ailleurs, très joli coin. Oui. Et j'étais allé faire un reportage sur un peu quel est l'état d'esprit des Français. Vous savez, un peu au doigt mouillé, en faisant parler les gens. Et il y avait une rumeur dans la ville. Il y avait des logements vides. Et la rumeur, c'était que au même moment, à Toulouse, ils étaient en train de faire tomber des barres d'immeubles, comme dans beaucoup de cités, et qu'on allait reloger les habitants dans la commune. Et Jean-Marie Le Pen était passé de 4% en 95 à 18% en 2002 sur une rumeur. Olivier Besancenot, personne ne le connaît en 2002. Il y a un reportage à France 2, dans le 20h, où on le voit en tenue de facteur en train de faire la tournée, il passe de 1% à 4,5%. Donc sur des émotions, ça peut bouger jusqu'au dernier moment. On est complètement d'accord. Et là, il va rien avoir parce que il y a les boules puantes, il y a les dossiers, etc. Je suis d'accord. Mais encore une fois, pour moi, j'insiste là-dessus, je suis désolé, le vide sidéral politique. Le vide sidéral. Jamais on a vu une campagne avec une absence absolue de vision politique. Mais je suis incapable de vous dire où chacun des candidats veut nous emmener. Non, mais prenez l'exemple de Mélenchon, on sait oui, Mélenchon, oui, on sait, dans l'extrémisme plus absolu, Venezuela, c'est son modèle, l'islamo-gauchisme, non, c'est pas la caricature. Mais non, on lisait ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, et ce qu'il assume. Au moins, il assume. Il assume des postures absolument inouïes. D'ailleurs, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en face, il n'y a pas d'adversité là-dessus. Oui, mais c'est pas son programme. Son programme en tant que tel. Le programme, on le connaît, la 6e République, la Constitution, je peux vous le faire 10 fois. Donc voilà. Donc vous savez. Mais lui, c'est ce que je dis, il a un positionnement. Je vous parle aujourd'hui, à part Mélenchon, donnez-moi des positionnements. Le communiste ne l'est plus. Macron, aujourd'hui, était centriste, mais il va être candidat de droite. Marine Le Pen est que populaire. Il n'y a que Zemmour qui incarne une forme de, alors pas extrême, on va dire extrême souverainiste de droite, mais tout est flou et surtout les idées. J'aimerais bien être opposé ou passionné par un discours. Je ne le suis pas. Emmanuel Macron propose la retraite. Mais pardon, mais tout ça, ce ne sont pas des projets de société. Non, mais pardon, la retraite, c'est pas un projet de société. C'est une réforme technique qui ne passera pas si on la met de manière brutale sur la table. Où sont les visions, où sont les grandes lignes qui nous embarquent vers quelque chose? Et si on prend le cas de la droite, depuis 1 an et demi, ils ont raté toutes les portes. Comme s'ils étaient en slalom vers la victoire, ils ont raté toutes les portes du slalom. Ils avaient des sujets majeurs sur lesquels se positionner. Qui parle de démocratie? Ça fait quand même 2 ans qu'on vit quelque chose de particulier, dans lequel les libertés sont un tout petit peu, quand même, ont été un tout petit peu chahutées. Qui a débattu sur ces questions-là de vérité, sur le fond? Qui a été utilisé cet argument de défense de la démocratie pour essayer de se positionner? Personne n'a réussi à se démarquer. Ce qui fait aujourd'hui la droite, par exemple, ne peut pas se démarquer de Macron sur le plan de la proposition générale. Donc de fait, ils ont essayé sur la sécurité. Là non plus, la sécurité, ça peut être un seul projet de société. Comment on organise le travail. De toute façon, moi, je voudrais redire un point qui me paraît très sensible, c'est qu'on ne respecte pas les gens dans ce pays. L'électeur n'est pas respecté, le citoyen n'est pas respecté. Je reviens à ce petit détail qui concerne la façon de voter. C'est absolument aberrant d'imaginer que des gens vont devoir passer des heures à faire la queue pour aller voter. C'est quel manque de respect. Je veux dire, les gens qui gouvernent se disent, c'est pas grave, ils iront faire la queue. Bon, ça fait 2 ans qu'ils font la queue, de toute façon, pour aller faire le 8e test pour les enfants, le 14e test pour faire ci, pour faire etc. Tout le monde fait, non mais tout le monde fait la queue. Moi, je dis qu'on ne peut pas un projet de société. Vous non, peut-être Valérie. Moi, j'ai vu des queues partout dans mon environnement depuis 2 ans. Je pense qu'on ne respecte pas les gens et qu'il y a un déni par rapport à ça. La classe politique ne se met pas à la place des Français. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'après les Français n'aient plus envie de voter pour eux ou voter contre eux, ou que le vote blanc, parce qu'on devait en parler, ou que le vote blanc soit à un niveau de souhait, bien sûr. 66% des Français veulent la reconnaissance du vote blanc. Mais c'est pas nouveau, Valérie. Moi, en 2017, j'avais fait un sondage en mars 2017 avec Sinopia. 80% des Français voulaient le vote blanc et 40% étaient prêts 6 semaines de la présidentielle, étaient prêts à voter blanc tellement ils ne se reconnaissaient pas dans les offres politiques. Bien sûr. Si on faisait un sondage aujourd'hui, on aurait des scores au moins équivalents. Donc il faut savoir à un moment donné respecter les Français. On ne les respecte pas. Et le vote blanc est le révélateur de l'offre catastrophique politique française. Donc au contraire, ça veut dire vraiment qu'on est dans le déni absolu. Quand on est dans la politique aujourd'hui, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, on ne veut pas évoluer. Et ça, à un moment, je suis totalement d'accord. Moi, je me sens en tant que citoyen, mais agressé.
agresser la queue, bien entendu, mais le fait de ne pas avoir une vision réelle de l'électorat, de savoir réellement quelles sont les raisons de l'abstention, quelles sont les raisons du vote blanc. Et le vote blanc, quand il dépasse 30% à 40%, je suis désolé, mais si c'est pas symptomatique, si à un moment ça ne pousse pas une remise en question, ça veut dire que plus personne n'est légitime. Bien sûr. Plus personne. Et c'est ça le vrai problème. Non mais il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Que le pays va devenir progressivement ingouvernable et que si on remet pas la question institutionnelle et démocratique sur la table, vous aurez à un moment donné ce que tous les pays connaissent et qu'en France on connaît bien, c'est une vraie rupture. Et on ne sait pas comment ça sera le modèle d'après, mais il faudrait l'anticiper plutôt que le subir. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Après quoi? L'explosion des partis? Ah bah oui, parlons des Républicains. Je me mets à la place de Valérie Express, je vous fais le pitch. Pécresse. Valérie Pécresse. Non. Je me mets à la place de Valérie Pécresse. Oui. Ma chère Valérie. D'accord. C'est bien votre prénom. Absolument. Bon. Donc, je ne suis pas présente au second tour. Il est 20h12, je vais prendre la parole. Bon, un peu plus, je laisse parler ceux qui ont gagné. Alors voilà, je me réunis avec mes conseillers, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On appelle à voter à Macron, on est mort. On s'abstient, on est mort. On appelle à voter Le Pen, on est mort. Donc on est mort. Donc en fait, les Républicains, à mon sens, vont exploser en vol. Ils vont exploser en vol. Et la bataille à laquelle on assiste aujourd'hui, et avec des Ciotti, des Wauquiez ou des Bruno Retailleau, et Zemmour et Le Pen, c'est le pôle qui va fédérer la recomposition. Et pareil à gauche. Si c'est Mélenchon qui fait le plus gros score, c'est autour de lui, même s'il y a des gauches irréconciliables, que ça va se jouer. Il y a les législatives, on oublie, 2 mois, c'est très long. Et la légitimité des Français est absolue quand il y a 1 semaine ou 2 d'écart. Quand il y a 2 mois, moi je suis absolument convaincu que on va avoir vraiment un cataclysme dans ces 2 mois. Le président candidat pourrait peut-être servir du retour de la crise sanitaire pour les avancer un peu, non? Là on va assister. Il y aura une belle mise en scène, mais moi je suis Christine, le mot de la fin? On ira voter en étant positif, donc tout va bien. Positif au Covid? Positif au Covid ou positif oui. Pas de masque, pas de... On a le droit d'aller voter. Elle nous a dit quand même, merci à lui, monsieur le porte-parole, que même si on avait le Covid, on pouvait voter avec un masque. Et sans masque. Et sans masque. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa. Allez, merci à tous. Dans un instant, c'est Philippe David qui sera avec vous. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.